Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu et bienvenue dans l'émission Espace Femmes qui traite des questions qui concernent les femmes. L'émission de ce soir porte sur Octobre Rose, prévention et dépistage précoce du cancer du sein et de l'utérus. Quelles sont les avancées? En Afrique subsaharienne, le cancer du sein et du col de l'utérus représente plus de la moitié des cas de cancer chez les femmes. Dans de nombreux pays africains, entre 60 et 70% des femmes sont diagnostiquées à un stade avancé de la maladie et seule une femme sur deux survivra 5 ans après un diagnostic du cancer du sein. Au Niger, selon le ministre de la Santé publique, le colonel-major Garba Hakimi, dans une allocution à l'occasion de la campagne de dépistage du cancer du sein ce 30 septembre 2024, chaque année, on recense plus de 9000 nouveaux cas de cancer, parmi lesquels le cancer du sein qui occupe la première place avec environ 2000 nouveaux cas. D'après le programme WOPEN, un programme de l'OMS qui vise à intégrer la prise en charge des maladies non transmissibles dans les soins de base, la phase pilote dans le traitement de Mayaï, région de Maradi, a permis au cours de l'année 2023 de dépister 3400 femmes dans les 50 centres de santé du district. Et parmi ces femmes, 148 ont été diagnostiquées positives au cancer gynécologique et ont reçu une prise en charge. Toujours dans le cadre de la lutte contre ce fléau qui fait des victimes, le président du CNSP a réceptionné le mardi 15 octobre au Centre national de lutte contre le cancer de Niamey un appareil de traitement des cancers par radiothérapie à l'aide de l'accélérateur. Pour en savoir plus sur les avancées enregistrées dans le traitement et la prise en charge du cancer chez la femme, nous avons invité ce soir un oncologue thérapeute au CNLC. Il s'agit de Dr Idi Chefou Alfazazi et d'une sage-femme, Madame Maman Lawali Heta. Je suis Rafika Taher pour la modération de cette émission. Monsieur Alfazazi, vous êtes oncologue au Centre national de lutte contre le cancer. Quelles sont les statistiques actuelles concernant le cancer du sein et du col de l'utérus chez la femme? Bonsoir Madame Rafika et merci pour l'opportunité que vous m'accordez pour parler du cancer du sein et du col de l'utérus. Donc en termes de statistiques, le cancer du sein représente le premier cancer féminin au monde. Et d'après les chiffres de Globocan 2022, c'est-à-dire que c'est une institution qui compile toutes les données du cancer, il est estimé à 23,8%. Et c'est la première cause aussi de décès par cancer chez les femmes. Et le taux est estimé à 15% de décès. Il faut noter que le cancer du sein aussi survient chez l'homme. C'est un aspect que les gens essaient d'oublier. Les gens ont surtout tendance à penser que le cancer concerne uniquement les femmes, oui, effectivement. Donc, il survient aussi chez les hommes. Et pour 100 femmes, il faut compter un homme. Donc, le sexe ratio est de 100 femmes pour un homme. La médiane, c'est-à-dire que l'âge médian au diagnostic est estimé à 64 ans. Donc, c'est un âge relativement avancé. Quoique, il y a des cancers du sein qui surviennent chez des femmes très jeunes, avant 30 ans. Mais là, c'est un cancer qui est très agressif. Et ce qu'il faut retenir aussi du cancer du sein, l'incidence augmente avec l'âge, avec un pic de 60 à 70 ans. C'est l'âge du diagnostic. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent la survenue de ce cancer, notamment les facteurs hormonaux. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs endogènes, c'est-à-dire que c'est lié même à la nature de la femme. Il y a ce qu'on appelle les facteurs hormonaux exogènes, c'est-à-dire que c'est les femmes qui font des contraceptions par les estroprogestatifs ou bien des femmes qui font un traitement hormonal substitutif. Il y a aussi des antécédents de pathologies bénignes du sein. Et il y a aussi des facteurs environnementaux qui interviennent dans le cancer du sein. Quand vous parlez de facteurs environnementaux... Et de mode de vie, par exemple l'obésité, la sédentarité, l'alcool et les aliments aussi très riches en graisse. Maintenant, docteur, quelles sont les méthodes de dépistage que vous recommandez et à quel âge est-ce que les femmes devraient se faire dépister? Le dépistage, c'est personnel. La femme, elle fait un autodépistage après chaque règle. Les femmes se palpent les seins.
s'il y a un nodule, ou bien s'il y a d'autres douleurs, c'est-à-dire que les mastodinies, ou bien s'il y a un écoulement qu'elle ne comprend pas, elle consulte. Mais pour des dépistages, il y a des dépistages qui sont plus spécialisés. Par exemple, dans une famille où on remarque qu'il y a le cancer du sein chez la grand-mère, chez la mère et chez les filles. Là, on pense peut-être à une cause génétique là. Et même pour les filles les plus jeunes, il faut penser à établir un calendrier de surveillance. Donc, vous recommandez surtout aux filles dès l'adolescence, de commencer le dépistage. Dès que la femme est puberte, elle peut faire des autopalpations. Madame Heta, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que cette palpation doit se faire? Comment est-ce qu'on peut se le faire à la maison? Donc, bonjour. Merci de nous avoir donné l'opportunité. L'autopalpation, elle peut se faire assise, couchée ou debout. Donc, toutes les positions que la personne veut, elle peut adapter. C'est de mettre donc sa main sur la nuque et on palpe le sein à 4 cadrans. Donc, il faut palper le sein sur chaque cadran. C'est-à-dire, on divise le sein en 4. Donc, que ça soit à l'interne, on appuie donc jusqu'à sentir les côtes. Dès qu'il y a un petit nodule, on le sent. Les cadrans inférieurs, que ce soit interne ou externe, supérieur, comme ça. Donc, ou bien prendre, si, par exemple, si la femme a un gros sein, donc il faut qu'elle se couche. La position assise, c'est généralement pour celles qui ont des petits seins. Donc, elle peut prendre même le sein en entier et appuyer jusqu'à sentir les côtes. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que s'il y a un petit nodule, donc, automatiquement, elle va le détecter. Parce que tout ce qui est dans le sein, là, c'est de la graisse. Donc, dès qu'il y a un corps qui est un peu dur, elle va le sentir. Docteur a parlé en amont du cancer du sein aussi chez les hommes. Comment la palpation se fait chez eux? Bon, chez les hommes, ils n'ont pas à faire une autopalpation. Quand même, la tumeur, elle est suspectée devant un gonflement du sein avec une douleur ou bien un changement de couleur de peau. C'est plus simple avec eux. C'est plus simple avec les hommes. Comme il l'a dit, la femme, puisque les seins, il y a le volume, donc il y a la graisse. C'est pas la même chose que les hommes, c'est plus facile à détecter que chez la femme. Docteur Alfazazi, quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez dans le dépistage précoce des cancers féminins? Pour pouvoir dépister un cancer du sein, il faut tout d'abord mettre en évidence l'existence d'un nodule, d'une masse ou bien d'une douleur mammaire. Et devant ça, le praticien, il envoie la femme pour faire un examen radiologique complémentaire, à savoir l'échographie, mammographie. Et souvent, c'est le délai d'attente qui est un peu long pour faire l'échographie, mammographie. Surtout que je crois bien, nous avons un mammographe qui est en panne. Madame Heta, vous faites aussi les prélèvements. Est-ce qu'il y a une influence assez importante des femmes aujourd'hui qui viennent pour le dépistage? Et est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez aussi avec ces femmes? Par rapport au cancer du sein, le prélèvement, ce n'est pas à notre niveau. Nous, le cancer du sein, c'est détecté. Plutôt les cancers gynécologiques? Oui, les cancers gynécologiques, par exemple le cancer du col. Là, on fait le dépistage. Et là-bas, quand on va faire le dépistage, s'il y a des zones suspectes, donc on fait une biopsie, on prélève pour envoyer. Il y a des femmes, quand tu fais l'examen même, tu leur dis qu'il n'y a rien, elles vont te dire merci. On dirait que tu leur as donné quelque chose. Depuis même lors là que la maladie était même méconnue. Maintenant, les femmes, dès qu'elles sentent des douleurs, elles se précipitent dans les centres pour aller voir. Quand vous allez aller au centre de santé, vous allez voir plus d'une cinquantaine, une soixante, chaque matin que Dieu fait, qui partent pour se faire dépister. Il y a une prise de conscience qui est donc là. Il y a une prise de conscience nette, qui sont là volontairement pour venir se faire dépister. Et de là partant, on sait que vraiment,
il y a une amélioration, il y a une prise de conscience des femmes. Comment est-ce que les résultats des dépistages précoces influencent-ils les options de traitement et les chances de guérison? Oui, c'est une très bonne question que vous venez de poser. Et pourquoi? Parce qu'en cancérologie, la survie, elle est corrélée au stade de la maladie. Quand vous dépistez très tôt, c'est que si vous êtes à un stade précoce de la maladie, et c'est plus facile pour les praticiens de faire une prise en charge optimale pendant que la maladie est à un stade local. Mais la maladie cancéreuse, quand elle devient loco-régionale ou métastatique, là, la prise en charge, elle est longue, elle est coûteuse et puis elle est difficile. Est-ce qu'il y a plus de chances de guérison quand... Oui, il y a plus de chances de guérison. Par exemple, pour les stades 1, il y a une forte chance de guérison. Est-ce qu'il y a des populations qui sont à risque? Pour le cancer du sein? Oui, pour les cancers, tout genre de cancer du sein ou bien du col de l'utérus. Est-ce qu'il y a une population qui est vraiment à risque? Donc là, c'est une très bonne question que vous venez de poser. Il faut comprendre le processus même de formation d'un cancer. Donc en termes techniques, c'est ce qu'on appelle la cancérogénèse. En fait, la cancérogénèse est un processus aboutissant à la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse sous l'effet des facteurs cancérigènes. Donc vous voyez, déjà ici, il y a cette notion de facteurs cancérigènes. Et cette transformation passe par plusieurs étapes, à savoir l'initiation, la promotion et la progression. Donc vous voyez, il y a toujours un facteur cancérigène qui est là. Il se peut que ce soit un facteur physique, un facteur chimique, un facteur infectieux ou bien un autre facteur peut-être alimentaire. C'est ça. Donc toujours il faut chercher une cause. Quelqu'un qui fume, le risque de faire un cancer du poumon il est très élevé. Quelqu'un qui fait par exemple une infection virale à hépatite B, les chances qu'il fasse un cancer de foie est élevée. Vous voyez, il y a toujours cette notion de facteur de risque. En dehors de ces facteurs de risque, il y a des causes génétiques. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Pourquoi? Parce que c'est inné. Donc, si je vous suis, quand on a par exemple un parent qui a le cancer, on a plus de chances de développer le cancer, plus de chances ou bien obligatoirement on va développer un cancer plus tard? Ça dépend. Et vous savez, il y a des gènes dans l'organisme, ce qu'on appelle par exemple les anti-oncogènes. Les anti-oncogènes qui sont des gènes. Par exemple, dans les cancers du sein, on appelle les BRCA1, BRCA2, le P53. Au fait, c'est ça qui permet à l'organisme de prendre en charge les cellules cancéreuses. Donc, dès qu'il y a une mutation de ces gènes, le risque de faire un cancer est élevé, surtout dans la famille. Donc, il y a une notion de génétique. Vous voyez? Et on estime que 5 à 10% des cancers du sein ont une cause génétique. Donc vous voyez, et chez ceux-là, vous avez ce qu'on appelle des mutations, des gènes. Mais pour ces personnes, qu'est-ce que vous leur conseillez? Donc pour ces personnes, il faut faire un conseil génétique. Ok, il faut faire un conseil génétique et il faut un suivi. Même s'ils ne développent, ils ne manifestent aucun signe, il faut les suivre. Il faut les suivre, il faut surveiller. Parce qu'ils sont à risque de faire le cancer. Et par exemple, pour celles qui portent les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2, carrément pour les femmes, ils peuvent faire une ablation prophylactique des seins. Mais c'est très difficile pour une femme qui est en bonne santé de faire une ablation de ses seins. Très difficile. Donc à défaut de faire ça, il faut faire une surveillance régulière. Avant de poursuivre, je vous propose de suivre quelques témoignages que nous avons recueillis. Parfois, les gens ont peur à ce qu'on voit cette maladie mortelle. D'une part, aussi, il y a chez d'autres fonctionnaires, elles ont peur parce qu'elles n'ont pas d'argent pour se soigner. Et
Et aussi pour un découragement de la vie, il y a le stress. Donc pour les femmes rurales, c'est l'analphabétisme, c'est le manque de savoir. Elles ne savent pas que si une fois on fait le dépistage là, si la maladie existe, on peut contrecarrer cette maladie-là. Avec maladie ou sans maladie, on meurt. Donc pour cela, vraiment, je veux assez que le gouvernement fasse une large sensibilisation qui sera accompagnée de quelques aides auprès des femmes rurales, quelques appuis auprès des femmes rurales. Parce que j'ai eu à participer une fois à une campagne de dépistage. Vraiment, il y a 2 ans de cela, j'ai participé. Et vraiment, moi, ça ne m'a pas effrayée. Moi, je vois ce qui empêche les gens de participer, c'est la peur. J'en mesure la portée et l'importance parce que j'ai perdu une de mes épouses du fait du cancer. Allah est son âme. Combien de millions de Nigériens et d'Africains dans la sous-région sont morts du fait du cancer? Du fait que, d'abord, c'est une maladie maligne qui s'installe progressivement, dangereusement, sans qu'on s'en rende compte, et surtout qui s'installe chez des citoyens modestes qui n'ont pas les moyens de la prise en charge. Pour la radiothérapie, il faut aller à l'extérieur avec des plateaux beaucoup plus garnis, ce qui n'était pas le cas du Niger. Ce n'était pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, d'avoir cette possibilité. Maintenant que ces choses faites avec cette technologie qui vient d'être obtenue, et surtout ce qui est intéressant et important, il faut le souligner, sur fonds propres par le régime en place et son président, le général Tchani. Voilà, quelles sont vos appréciations concernant ces témoignages que nous venons d'écouter? Nous allons commencer par vous, Madame Heta. La première, donc, qui a parlé sur les campagnes qu'on a fait. Donc, l'objectif visé à travers ces campagnes, c'est vraiment de toucher la grande masse. Au fond. Que ça soit ici à Niamey, quand on fait une campagne de masse, le fait de dire, donc on touche plus de gens. Donc, renforcer ces campagnes, comme elle l'a dit, il y a l'ignorance. Il y a d'autres, il y a le stress même. Elles ne croient même pas à la maladie, à plus forte raison. Elles vont suivre des guérisseurs traditionnels qui vont dire que de ne pas aller dans un centre de santé jusqu'à ce qu'elles se rendent dans un centre à un stade avancé où la prise en charge est difficile, non seulement pour la famille et pour les agents de santé. Donc, et par rapport au témoignage du second, donc, maintenant avec le dépistage, avec la prise en charge donc des cancers gynécologiques qui est gratuite. Donc c'est l'opportunité vraiment de venir se faire consulter. Quel qu'en soit le stade, il y a une prise en charge, de se prendre en charge. On va mourir, mais vaut mieux mourir en bonne santé que de mourir d'une maladie alors qu'on a le traitement, on a tout auprès. Docteur Alfazazi. Oui, je veux surtout m'apaisantir sur le deuxième intervenant qui a perdu sa femme, peut-être parce qu'elle n'a pas eu un traitement optimal. Vous voyez, parce que avant l'installation du Centre national de lutte contre le cancer, la plupart des évacuations sont dues au cancer. Et d'après les statistiques, on estime que plus de 60% des patients atteints de cancer, à un moment donné de l'évolution de leur maladie, ils auront besoin d'un traitement par radiothérapie. Donc vous voyez la place de la radiothérapie dans le traitement des cancers. Donc plus de 60% des patients atteints de cancer auront besoin d'un traitement par radiothérapie. Donc c'est énorme. Selon vous, qu'est-ce qui peut empêcher une femme d'aller se faire dépister? Surtout que là, nous avons recueilli le témoignage d'un homme qui, je pense, a pris conscience de la gravité de la maladie en perdant sa femme. Bon, souvent, vous savez, et ce qui empêche à certains de se faire dépister, c'est surtout l'ignorance. Il y a ceux qui ne croient pas souvent. Ils disent que
peut-être c'est pas une maladie qu'on peut traiter à l'hôpital. Je pense que c'est une maladie qui ne relève pas du traitement moderne. Il y a d'autres aussi, c'est vraiment une barrière financière. Ouais. Bien que le dépistage soit gratuit. Donc, ouais. Est-ce qu'avec un simple examen gynécologique, par exemple une échographie, on peut détecter un cancer du col de l'utérus? Vous savez, le cancer du col de l'utérus, c'est le cancer qui est le plus accessible à l'examen clinique, parce que vous avez besoin d'un spéculum juste pour observer, pour regarder le col, sa nature. Donc, ouais, si vous avez une infiltration, si vous avez un saignement, si vous avez une masse bourgeonnante ou une masse indurée, déjà à l'examen physique, vous le saurez. Donc, et là, il faut le compléter par un examen complémentaire, à savoir une biopsie pour faire l'anatomopathologie. Maintenant, Madame Heta, vous allez nous expliquer quel est votre rôle dans la sensibilisation du dépistage précoce du cancer chez les femmes. Comment est-ce que vous intervenez? Donc, on fait une sensibilisation par rapport même à la maladie. Et on insiste vraiment sur la prévention. Parce que le cancer du sein, du col de l'utérus, repose vraiment sur la prévention. Donc, si on dit en prévention dans nos pays sous-développés, c'est-à-dire peut-être le cancer gynécologique à un stade 1 par exemple. Donc, il peut être pris en charge rapidement. Le cancer du sein, lui, c'est la détection de tout un nodule ou un saignement ou un liquide qui coule ou des douleurs au sein. En tout cas, dès qu'il y a une modification, donc de se rendre au centre de santé pour voir est-ce que ça là, c'est quoi. Nous, à notre niveau, on examine pour voir si ça relève de notre compétence, on prend en charge. Si ça nécessite une référence, donc c'est un traitement à des stades différents. Donc on envoie à des gynécologues, les gynécologues envoient à des oncologues, les oncologues envoient, vous voyez, donc c'est par palier. Donc nous, à notre niveau, ici, c'est seulement détecter, voir s'il y a vraiment quelque chose qui dépasse notre compétence, on réfère très tôt pour que la prise en charge soit faite très tôt. Donc par rapport au cancer du col, c'est très simple. On n'a même pas besoin d'échographie. C'est juste d'inspecter le col. Donc il y a vraiment des produits qu'on utilise. Si on met ça, l'acide acétique, surtout les ligoles, dès qu'il y a des zones suspectes, ça montre. Quelle information essentielle est-ce que vous partagez avec vos patientes sur le cancer du col, de l'utérus ou bien du sein? On va parler vraiment sur les facteurs prédisposants. C'est ça. Parce qu'il faut éviter pour que si tu fais ça là, tu as des risques de faire ça. Donc, par exemple, au cancer du sein, comme le docteur l'a dit, il faut éviter. Si on a les facteurs génétiques, là, c'est un suivi, comme il l'a dit, pour voir si la personne, donc à long terme, est-ce qu'elle va développer ou échapper. Donc, il y a l'obésité, et c'est monnaie courante maintenant. Il y a le sédentarisme, ça là, n'en parlons même pas. Les gens ne font pas la marche, surtout les femmes en particulier. Elles ne font pas la marche. Donc, il y a des facteurs climatiques. Il y a des zones environnementaux, il y a des zones où on est même exposé aux radiations. Donc là, on a un grand risque de développer ces cancers. Il y a les modes de vie. Par exemple, manger des trucs gras ou bien par rapport à la contraception, prendre des contraceptifs hormonaux, là, donc estroprogestatifs à long terme. C'est pas bon parce qu'il y a une de ces hormones-là qui peut causer ce cancer-là. Par rapport au cancer du col, surtout les femmes qui utilisent les produits là, on appelle communément courant Kayamata. C'est pas bon. Ce sont des produits qui exposent vraiment. Non seulement ça va léser le col, ça va faire des infections à répétition et c'est un col qui est prédisposé à faire ça. Il y a des modes de vie, par exemple les partenaires multiples. Ça aussi, ce sont des causes
des prédispositions au cancer du col. Parce que lui, il est causé par un virus, le papilloma human virus. Il va aller loger dans le col là. Donc, au fil des années, c'est ce virus-là qui va faire en sorte que la maladie soit développée. Donc, et les jeunes filles, donc à bas âge, si elles sont vraiment sexuellement actives, ce sont des filles dont le docteur a pensé qu'il dit que maintenant, on voit qu'à 30 ans, elles font des cancers. Et ce n'est pas normal. C'est notre mode de vie. Les gens, elles sont sexuellement actives très tôt. Donc, elles sont prédisposées à prendre ce virus-là qui va aller loger en douce en 5 ans, 10 ans. Et cette bonne fille, elle va développer un cancer du col de l'utérus. Vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention concernant la prise à long terme du contraceptif hormonal. Comment est-ce que la femme doit prendre donc? Parce que si je ne me trompe, ces femmes se rendent dans des CSI, des centres de santé pour s'en procurer. Dans les facteurs prédisposants, on a dit, le docteur a bien dit, il y a des facteurs hormonaux. Donc ces facteurs hormonaux-là, les contraceptifs font partie. Et dans ces contraceptifs-là, les estroprogestatifs, parce que l'estrogène, c'est elle qui est à la base. Donc, il y a des pilules et qui sont là. Et c'est les composants des pilules qu'on donne aux femmes? Oui. À long terme. À long terme. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent utiliser ça sur 5 ans, sur 10 ans, en train de prendre ça. Donc, à défaut, quel genre de contraception est-ce que vous préconisez aux femmes? La meilleure, en tout cas, c'est pour éviter le cancer. Les stérilés, parce que ça a une action locale, il n'y a aucune hormone, donc il n'y a pas de risque. Merci pour ces détails, Madame Heta. Avez-vous observé des changements de l'attitude des femmes vis-à-vis du dépistage au fil des années? Oui, parce que dès qu'une femme a un écoulement ou une douleur au sein, tu vas voir les femmes, elles vont venir te dire que madame, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon sein. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va examiner. Peut-être quand on va faire l'échographie, c'est juste, c'est pas un nodule, mais elle déjà, comme elle a en amont cette l'idée sensibilisation, oui. Donc déjà, elle court pour venir au centre. Donc, si c'est un nodule, on réfère. Au cas où c'est la prise en charge, c'est à notre niveau, on prend en charge. Il y a des maladies du sein qui ne sont pas liées au cancer. Par exemple, les mastites, c'est des douleurs liées, c'est des maladies liées à l'allaitement maternel. Si on ne fait pas ça correctement, ça aboutit donc à des maladies du sein qui ne sont pas les cancers. Docteur Al-Fazazi, comment est-ce que le centre collabore avec les autres professionnels de santé pour promouvoir le dépistage précoce? En fait, le centre national de lutte contre le cancer est un centre spécialisé. Donc, tout patient qui vient, c'est que dans la majorité des cas, ils ont leur diagnostic déjà qui est posé. Là, le dépistage, ça entre dans le cadre d'une activité du mois Octobre Rose, mais logiquement le centre il prend en charge les malades cancéreux, alors que le diagnostic est déjà posé par d'autres spécialistes normalement. Et quelle est votre mission? Et notre mission, on fait les dépistages aussi. Par exemple, une femme qui a une boule dans le sein qui s'inquiète, elle peut venir consulter au centre et on lance le bilan. On l'oriente au besoin vers l'anapathe, vers le gynécologue, vers le chirurgien. Et en retour aussi, il l'oriente vers nous pour la chimiothérapie et la radiothérapie aussi. C'est comme ça. En fait, ce que vous devez savoir, la prise en charge du cancer, ce n'est pas un médecin ou deux qui travaillent. En fait, c'est une équipe. C'est une équipe. Il faut beaucoup d'autres spécialistes. C'est pour cela qu'on ne conçoit pas la prise en charge du cancer en dehors d'un cadre de concertation pluridisciplinaire. Tout dossier doit passer par une réunion. Et c'est ensemble qu'on prend la décision. Si je vous ai bien suivi, ce n'est pas uniquement des personnes référées des CSI qui viennent vers vous. On peut décider de venir directement au centre pour se faire dépister. Oui, et comment ça se passe? Quelle est la procédure? Quelqu'un qui a, par exemple, une inquiétude par rapport à une localisation, il vient, il consulte. Puis on le consulte, on le voit.
S'il faut donner d'autres examens complémentaires, on le fait et puis bon, on le rassure ou bien on pose le diagnostic pour faire la prise en charge, comme ça. Place maintenant à notre portrait du jour, Dr Ramatoulaye Cissé Diop. Elle est directrice de la clinique Afua. Elle nous parle des avancées enregistrées dans la lutte contre le cancer grâce au mois Octobre Rose sur le plan international et local et les actions qu'elle mène dans le cadre de la lutte contre le cancer. Âgée de 58 ans, Dr Ramatoulaye Diop Cissé, médecin généraliste, directrice de la clinique Afua et mère de 4 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants. Après avoir été frôlée par le cancer du sein, Dr Ramatoulaye est l'une des femmes les plus engagées dans la lutte contre le cancer au Niger. Elle nous raconte son engagement. Et la lutte contre le cancer ou contre toute pathologie, c'est vraiment notre essence, nous les médecins, d'une manière générale, quelle que soit la pathologie, on est formé, on est sensibilisé pour faire de la lutte. Contre le cancer particulièrement, moi, c'est une lutte personnelle que je veux faire partager et faire bénéficier aux gens. Moi, j'ai été atteinte d'un cancer du sein en 2019. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de tous les traitements. Et avant même de bénéficier des traitements, j'ai eu la chance, de par ma formation, de pouvoir le détecter tout. Et si aujourd'hui je suis là à vous parler et je suis en état de rémission, c'est parce que j'ai eu un cancer qui a été détecté tôt. Donc, je sais combien la prévention et le dépistage précoce sauve des vies. Ce n'est pas seulement les médecins qui doivent le savoir. Mon rôle et mon rôle de tous mes confrères, c'est de sensibiliser les femmes sur le dépistage précoce. Parce que, comme je vous dis, un cancer dépisté tôt, c'est un cancer qui se soigne. Plus tôt vous êtes dépisté, plus vous avez des chances de survie, moins vous avez des mutilations. Parce que malheureusement, quand le cancer est découvert à un stade plus avancé, ça peut entraîner ce qu'on appelle par exemple une mastectomie. Pour une femme, c'est terrible de perdre un sein. C'est sa féminité qui peut être mise en jeu. Donc, l'importance du dépistage précoce, c'est mon combat, c'est mon cheval de lance. Octobre rose, Novembre bleu sont des mois dédiés à la prévention, à l'information et à la sensibilisation qui visent à promouvoir le dépistage et le soutien des personnes touchées par le cancer. Cette année, c'est une campagne particulière, affirme Dr Ramatoulaye Diop Cissé. Cette année, on a une campagne particulière. Ce n'est pas qu'Octobre rose, ça a été couplé à Novembre bleu. Parce que le cancer du sein, les femmes commencent à le savoir. Les hommes ne sont pas sensibilisés au cancer de la prostate. Donc cette année, notre campagne, on l'a faite Octobre rose, Novembre bleu, 2 mois, 2 causes, une mission, pour que les hommes ou que Novembre bleu bénéficie de la notoriété d'octobre, pour que les hommes comprennent aussi l'importance du dépistage. Pour cette campagne Octobre rose, Novembre bleu, on avait prévu de dépister 2000 personnes. À la date du 20 octobre, on était à près de 1600 personnes dépistées. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'on ressent. Ça veut dire que notre message est en train de porter. Et notre message porte. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des institutions comme Studio Kalangu qui l'ont diffusé et qui ont fait en sorte que les gens soient sensibilisés. C'est le fait ici pour moi de remercier les médias dans le rôle qu'ils jouent et une mention particulière à Studio Kalangu. Les 1600 dont je vous parle, c'est les femmes. Les hommes, ça vient, mais ça vient à petits pas. Je lance un appel aux hommes également pour qu'ils profitent de cette période, les hommes de 45 ans et plus, pour qu'ils profitent de cette campagne pour également se faire dépister. Je rappelle aux hommes et aux femmes que la campagne continue jusqu'au 30 novembre.
Il ne faut pas que les femmes pensent que octobre c'est terminé, elles ne peuvent plus se faire dépister. Ou que les hommes pensent que novembre n'a pas commencé, on ne peut pas se faire dépister. Pendant les 2 mois, les hommes et les femmes continuez à vous faire dépister. Docteur Kako Dille Mariama, médecin généraliste à la clinique Afua, apprécie les engagements et le courage de sa collègue Dr Ramtoulaye Diop Cissé. La directrice de la clinique Afua est vraiment une femme dynamique. Son ardeur au travail et son souci du travail bien fait m'impressionnent beaucoup. Son professionnalisme, sa gentillesse et son expertise ont eu un impact énorme sur ma carrière et je suis honorée de travailler sous sa direction. C'est une femme qui aime la compétence et elle fait régner la compétence et le respect au sein du personnel Afua. Ramtoulaye Diop Cissé lance un appel à l'endroit de toute la population à aller se faire dépister. Car si la maladie est détectée très tôt, la prise en charge suit et cela va minimiser les risques, a-t-elle conclu. Quelles sont vos appréciations, Dr Alfazazi? Donc, j'ai suivi avec intérêt les prestations que la clinique a eu à faire. Moi, je pense que c'est salutaire pour les patients et puis je souhaiterais que les autres cliniques privées aussi emboîtent le pas. Au moins, ça permettrait à ceux-là qui ont cette difficulté à se rendre. Et vous, Madame Heta? Donc, c'est une action salutaire. On encourage donc Dr Ramtoulaye à continuer dans ce cadre pour qu'on puisse, en tout cas, comme on dit, octobre rose, atteindre un niveau de statistique vraiment bas par rapport au cancer. Quelle initiative est-ce que vous avez mise en place pour encourager le dépistage précoce chez les femmes? Chez nous, vous savez, le dépistage là est obligatoire. Que ça soit en CPNR, dans tous les documents c'est écrit. Il y a un point où on dit nodule. Donc tout, on doit dépister. Parce que la femme qui vient, tu la vois, tu la laisses partir. Donc c'est une occasion. Elle s'est déplacée pour venir. Donc c'est l'occasion de lui faire, de la sensibiliser même. S'il n'y a aucun problème pour qu'elle puisse elle aussi en amont faire ça, s'il y a un problème, qu'elle puisse venir précocement. Et chez vous, Dr Alfazazi? Pour le mois Octobre Rose, il y a des séances de dépistage qui se font pratiquement tous les jours et c'est gratuit. Donc vous voyez, et la prise en charge aussi des cancers gynécologiques est gratuite. Et les consultations, c'est pratiquement tous les jours de la semaine. C'est pas le fait d'être analphabète ou intellectuel. Parce que moi, j'ai un cas. C'est une collègue, paix à son âme, qui était sage-femme de surcroît et qui a fait cancer du sein et du col. Quand on a détecté tous les cancers, ils étaient à un stade avancé. Pourtant, elle était sage-femme dans des centres. Elle faisait des dépistages et elle a fait ces cancers-là jusqu'à arriver à un stade où elle était au dernier stade. Et elle a rendu là quand on a commencé le traitement. Vous voyez? D'où l'importance de se faire vraiment dépister assez tôt. Docteur Alfazazi, avec la réception il y a quelques jours de l'appareil de traitement des cancers par radiographie, quelles sont vos perspectives avec cet appareil? C'est un dispositif qui travaille sous haute tension, donc c'est de l'ordre des mégavolts, et qui accélère les électrons. Et quand il accélère les électrons viennent buter sur une cible en tungstène et c'est ce qui génère les photons. Donc on a la possibilité de traiter avec des photons, mais aussi avec des électrons. Et c'est une machine de dernière génération et ça nous donne beaucoup de marge de manœuvre pour traiter les tumeurs profondes, par exemple tout ce qui est abdomen, tout ce qui est cerveau. Et ça nous permet aussi d'épargner les organes qui sont sains. Parce qu'on a une vue de l'ensemble. Vous voyez? Donc c'est salutaire pour les radiothérapeutes et c'est salutaire aussi pour les malades. Les perspectives, c'est qu'à l'avenir, on va pouvoir prendre en charge toutes les localisations sans aucune crainte. Donc aujourd'hui, il y a certaines localisations qu'on ne peut pas irradier comme on veut.
Mais avec un accélérateur, on a cette marge de manœuvre d'irradier toutes les localisations sans crainte. Madame Heta, est-ce qu'il y a des projets futurs pour renforcer la sensibilisation au dépistage précoce du cancer? Le projet, c'est de renforcer les campagnes de masse par rapport à la sensibilisation. Sinon, par rapport au dépistage, que ce soit cancer du sein ou du col, ça se fait au centre, du lundi au vendredi. Il y a plus d'une centaine de femmes chaque jour qu'on détecte et qui partent volontairement. Donc, d'où la communication, la sensibilisation est en train de toucher vraiment et de tomber à l'oreille qu'il faut. Donc, vraiment de continuer à faire ces campagnes de masse et les sensibilisations individuelles, chacun à son poste, pour qu'on puisse vraiment maîtriser ces différents cancers gynécologiques et les cancers des seins. En particulier, tous les cancers et en particulier ça vraiment. Et vous, docteur Alfazazi, quel est votre dernier mot? Donc nous sommes à notre début. Tout début est difficile. Donc nous pensons à l'avenir, avoir d'autres centres aussi dans les autres régions du Niger pour la prise en charge de nos patients atteints de cancer. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que 30 à 50% des cancers sont évitables en agissant seulement sur les facteurs de risque. Donc il faudrait que nos auditeurs aient une très bonne hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il faut éviter tout ce qui est facteur de risque, les aliments qui causent les cancers, les pesticides, la cigarette, et le vagabondage sexuel, tout ce qui est hygiène de vie, il faut vraiment l'adopter. Et ce qui est sûr, il faut aussi faire des campagnes de dépistage massif. Pourquoi? Parce que quand on fait les campagnes de dépistage massif, on a toutes les chances de tomber sur un cancer à un stade de début. Et tout stade qui est pris en charge à un cancer de début, la prise en charge elle est pratiquement adéquate et on lui donne la chance de vivre le plus longtemps possible. Et se rappeler aussi que le cancer, c'est une affaire de tous, ça ne concerne pas surtout les femmes comme on a tendance à le penser. On parle rarement du cancer chez les hommes alors qu'ils sont aussi concernés. Oui. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Merci, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Merci aussi à vous, chers invités, pour votre disponibilité. Place maintenant à notre rubrique Loti qui sensibilise en humour. Affairage, 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 affairage. Salut Mariam, tu as vu les moustiques qu'il y a cette année? Wallahi ma chérie, les moustiques, on n'en parle même pas. Dans le temps, c'est la nuit qu'ils nous embêtent. Mais cette saison, les moustiques nous piquent même le jour. Moi, présentement, je fais coucher mes enfants et moi-même sous la moustiquaire imprégnée 2 jours comme de nuit. Oui, c'est terrible, mais je ne veux pas utiliser cette moustiquaire imprégnée. Ça me dérange. Pendant la nuit, j'ai l'impression d'être étouffée. Hey, ma chérie, je comprends, mais tu sais que c'est vraiment efficace pour éviter le paludisme. J'ai commencé à utiliser et je me sens beaucoup plus en sécurité. Je sais, mais j'ai l'impression que c'est inconfortable. Et puis, je ne veux pas me sentir enfermée. Hey, écoute, ça peut prendre un peu de temps pour s'y habituer, je suis d'accord. Mais pense à ta santé et celle de tes enfants. J'ai entendu parler de beaucoup de gens malades ces derniers temps. C'est vrai, mon voisin a attrapé le paludisme, mais j'ai toujours utilisé des répulsifs. Ça ne suffit pas? Certes, les répulsifs peuvent aider, mais ils ne sont pas toujours efficaces toute la nuit. La moustiquaire est une barrière permanente. Peut-être que je devrais essayer. Tu as des conseils pour la mettre en place? Bien sûr, il suffit de l'étaler à l'ombre pendant une journée et la suspendre correctement pour qu'elle soit bien étendue. Je peux t'aider si tu veux. Merci Amina, je vais réfléchir à ça.
Je ne veux pas mettre ma santé et celle de ma famille en danger. To, Kokefa, je suis là pour t'aider ma chérie. Protégeons-nous ensemble pendant cette saison des pluies.